À l'extrême nord-est de l'Allemagne se trouve une péninsule au paysage sauvage bordée par la mer Baltique. Et en 1941, tout au bout de cette bande de terre, à proximité du minuscule port de Peenemünde, se trouvent les installations de la base de recherche la plus secrète de toute l'Allemagne nazie. Elle est en fait si secrète que les Alliés ne soupçonneront pas le moins du monde ce qui s'y trame avant 2 années encore. C'est là que depuis le milieu des années 30, un certain Werner von Braun a installé ses quartiers pour tester les prototypes de sa fusée A4, l'ancêtre de tous les lanceurs modernes. Mais pour une fois, aujourd'hui ce n'est pas de lui dont nous allons parler. Car sur cette base sont aussi installés une troupe de pilotes hors pair recrutés parmi l'élite de la Luftwaffe. Pour venir voler à Peenemünde, il faut faire partie des meilleurs parmi les meilleurs, mais il faut aussi surtout s'être porté volontaire. Car si ces pilotes sont venus affronter ce climat rude, c'est pour repousser, à leur risque et péril, les limites physiques du vol piloté. Plusieurs d'entre eux ont déjà perdu la vie dans le développement du monstre que les ingénieurs du Reich se sont attelés à créer pour renverser définitivement le cours des combats aériens, et tous les jours, on entend sur la piste de décollage le grondement ravageur de son moteur d'un genre nouveau, un moteur que personne n'avait encore osé installer sur un avion, un moteur fusée. Cet avion minuscule à l'allure ramassée, dont on se demande presque s'il est seulement capable de voler, c'est le Messerschmitt Me-163 Comet, et malgré ses lignes de jouets télécommandées, rares sont les courageux pilotes qui osent le chevaucher, car il s'agit d'une véritable bombe volante, l'un des avions les plus dangereux jamais construits en série, imaginé par Alexander Lippisch, pionnier de l'aérodynamique, et convaincu à raison que l'avenir du vol à haute vitesse était l'aile delta. Ses ambitions sont on ne peut plus simples sur le papier, construire le chasseur le plus rapide du monde, celui qu'aucun avion allié ne serait jamais capable d'intercepter, en misant tout sur sa légèreté, sa simplicité et la puissance effrayante de son moteur. Celui-ci, développé par la bande de von Braun, brûle à haut débit un carburant à base d'hydrazine et de méthanol, et un comburant absolument démoniaque que les ingénieurs allemands appellent le T-Stoff. C'est en fait du peroxyde d'hydrogène ultra concentré, si corrosif qu'il dissout irrémédiablement les conduites de métal ferreux et les joints de caoutchouc, à tel point qu'il a fallu développer un matériau spécialement résistant, le Mipolam, pour sécuriser son stockage et sa tuyauterie. Mais ce n'est même pas là la caractéristique la plus inquiétante du T-Stoff pour les pilotes. Ce qui les terrorise, c'est en fait sa capacité à dissoudre efficacement et de façon explosive toute matière organique. Il faut savoir que lorsqu'un pilote s'installait dans le cockpit de l'une de ces comètes, il prend place entre 2 réservoirs latéraux tout en s'adossant à un troisième, rempli au total de plus de 1000 litres de ce T-Stoff infernal. Autant dire qu'en cas de crash, de rupture structurelle ou à la moindre fuite de l'un de ces réservoirs, le sort du malheureux qui se trouve au milieu n'est pas vraiment enviable. Au cours des mois passés, plusieurs brillants pilotes ont dû à l'infernal accident de sévères blessures, voire de perdre la vie de manière, il faut bien le dire, assez atroce lors d'atterrissages ratés. Mais alors pourquoi les ingénieurs avaient-ils fait le choix d'un produit aussi corrosif ? Eh bien c'est parce qu'allié au mélange hydrazine-méthanol, ils forment un couple d'ergols hypergoliques, c'est-à-dire qu'ils s'enflamment spontanément dès qu'ils entrent en contact, libérant dans l'opération une grande quantité d'énergie. Bref, tout ce qu'il faut pour un moteur fusée aussi rustique et léger que possible, sans s'encombrer d'un système d'allumage complexe. Quant aux dangers encourus par les pilotes, eh bien en ces temps de guerre mondiale, disons que les normes de sécurité n'étaient pas exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Un vol type du Messerschmitt 163 se déroule de la façon acrobatique suivante. L'avion, incapable de se déplacer de lui-même au sol, est amené en bout de piste. Sous son carénage est fixé un train largable qui ressemble à une paire de roues de brouette reliées par un axe. Lorsque le pilote met le moteur à feu, la poussée est aussitôt écrasante et l'avion atteint les 300 km/h en quelques centaines de mètres. Puis le pilote tire précautionneusement le manche afin que les roues quittent le sol. Aussitôt, il actionne le système de largage du train, qui tombe au sol et rebondit chaotiquement, comme s'il voulait rattraper l'avion. Ainsi libéré du poids et de la traînée aérodynamique des roues, l'avion accélère plus fort encore et gagne en quelques secondes les 500 puis 700 km/h, piquant soudainement vers le ciel de toute la force de son moteur fusée, le pilote encaissant stoïquement dans le même temps les 3 jets d'accélération de la chandelle. En quelques dizaines de secondes, l'altimètre franchit les 9000 mètres, et sans prévenir, l'homme aux commandes se retrouve à nouveau plaqué dans ses sangles, puisqu'arrivé au bout de ses réservoirs d'ergols, le moteur s'est arrêté net. Lors d'une mission, c'est à ce moment que le feu est supposé se déchaîner sur les bombardiers alliés. Alors, son attaque éclair achevée, l'avion regagne sa piste en planant, définitivement privé de toute propulsion. La phase la plus critique du vol est alors l'atterrissage, pour lequel l'avion est forcé de se présenter à grande vitesse, sous peine de devenir instable, mais aussi sans le droit à la moindre seconde chance en cas de raté, puisqu'il ne peut plus mettre les gaz à faute de carburant. Il glisse alors sur son unique patin ventral, les roues ayant été larguées dès le décollage, et il s'agit pour les pilotes d'éviter à tout prix qu'une aile ou l'autre ne vienne toucher le sol malgré l'instabilité de cet unique patin, sous peine de voir l'avion basculer et possiblement les réservoirs maudits s'éventrer.
Aussi, à chaque fois lorsqu'un pilote émerge de la verrière après un vol de comète, c'est toujours le soulagement qu'on lit sur son visage. Bon, d'un point de vue militaire, le comète sera un cuisant échec. Son temps de vol est si court qu'il n'a pas réellement le temps d'engager le combat, et s'il est intouchable lorsqu'il est propulsé par son moteur fusée, pendant sa phase de descente planée par contre il devient une cible facile, sans compter le fait qu'il est si dangereux à piloter qu'en mission on comptera autant de bombardiers alliés abattus que de comètes crashées. Mais ses performances au combat ne sont pas la seule raison d'être de cet étrange petit avion, il est avant tout celui qui permettra à ses pilotes de repousser les limites physiques du vol pour s'aventurer dans des domaines qu'aucun pilote jusque-là n'avait encore explorés. Salut les terriens, si j'ai choisi d'évoquer avec vous aujourd'hui les essais à haut risque du Messerschmitt 163 Comet, c'est entre autres parce qu'il s'agit du tout premier engin piloté propulsé par un moteur fusée, le premier ancêtre de nos vaisseaux spatiaux, mais aussi et surtout parce qu'il est le premier à s'être sérieusement frotté à une limite encore mystérieuse à l'époque. Une barrière infranchissable auréolée de mort qui semble repousser les avions qui s'y frottent de la plus brutale des manières. Commande incontrôlable, moteur désintégré, fuselage disloqué, nombreux sont ceux qui ont perdu la vie en tentant d'approcher ce qu'on n'appelle pas encore à cette époque le mur du son. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter comment, armés il faut bien le dire d'une belle dose de courage et d'inventivité, pilotes et ingénieurs ont réussi l'exploit de dompter la bête féroce du vol supersonique. « 2 octobre 1941, base de Peenemünde. Un jeune pilote prend encore une fois place dans l'étroit cockpit de son comète. Sur la base, les vols d'essai sont presque quotidiens, mais ce jour-là, c'est pour une mission bien particulière qu'Heini Dietmar se sangle à bord de sa bombe volante. Aujourd'hui, il doit repousser les limites du vol humain, son objectif c'est dépasser les 1000 km à l'heure et venir effleurer, frapper à la porte de ce mur dont on ignore encore tout, à peine 200 km/h au-dessus. Aujourd'hui, il doit devenir l'homme le plus rapide du monde. On l'a dit, le Comet a une réserve de carburant limitée. Alors pour s'épargner la phase d'accélération et de prise d'altitude, Dietmar commence son vol en se faisant tracter derrière un bimoteur lourd, comme le font les planeurs. Ensuite, parvenu à 4000 mètres d'altitude au-dessus de la mer Baltique, il se largue enfin et allume son réacteur. La vitesse monte rapidement jusqu'à 900 km à l'heure, puis de façon plus progressive, la poussée de son moteur lui permet d'atteindre sans mal les 1000 km à l'heure. Mais lorsque l'aiguille dépasse le chiffre fatidique, l'avion semble pénétrer dans un nouveau monde. Un monde où les règles de pilotage ne sont plus les mêmes et où les machines sont poussées jusqu'à leurs limites. Dans une secousse, les commandes échappent à l'Allemand, pourtant athlétique. Il lui faut la force de ses deux bras pour ramener le manche à lui, mais ça ne change rien, l'avion n'en fait qu'à sa tête et part en piqué. Le pilote est soulevé de son siège dans le mouvement, et soudain la mer Baltique se précipite vers lui à 1000 km à l'heure. En un réflexe, il coupe l'arrivée d'ergol du moteur et en quelques instants, l'avion redevient raisonnable. Heini Dietmar se pose indemne, le monstre auquel il vient de se frotter s'appelle la zone transsonique. Il faudra attendre 3 ans pour que Heini Dietmar batte à nouveau son record, toujours à bord d'un comète, atteignant cette fois-ci la vitesse incroyable pour l'époque de 1130 km à l'heure, soit plus de Mach 0,9. Mais pendant ce second vol, c'est cette fois toute sa gouverne de direction qui est arrachée en vol, et même s'il réussit à poser de justesse son avion, il ne se frottera plus jamais aux mystérieuses forces de la zone transsonique. Pour la suite de l'histoire, il nous faut à présent faire à la fois un saut de 2 ans en avant et de 9000 km au-dessus de l'Atlantique, jusqu'à la base de Muroc dans le désert américain du Mojave. Aux États-Unis, en 1946, la guerre est achevée, mais l'aviation, elle, est en plein boom, et la course technologique avec le bloc soviétique est déjà en train de s'amorcer. Et pour ceux qui développent les engins volants de demain, ce désert aride, surchauffé, immense et parfaitement plat, c'est un paradis. On peut s'y poser en sécurité à peu près n'importe où, et aucun voisin n'est là pour se plaindre des bruyantes et surtout polluantes activités de la base. Ailes volantes, bombardiers géants, chasseurs de toutes formes possibles, tout ce qu'on soupçonne de pouvoir voler y vole entre les mains des meilleurs pilotes d'essai américains. Et parmi les avions de Muroc, il y en a un qui pour eux attire l'œil, la crainte et les convoitises tout à la fois. Cet avion, c'est le Bell X-1, bébé d'un groupe d'ingénieurs du NACA, le Comité National Consultatif pour l'Aéronautique, qui se tournera bientôt vers l'espace et deviendra la NASA. Cet avion, construit par la Bell Aircraft Corporation, a été conçu spécialement pour explorer les dangers de cette fameuse zone transsonique, voire pourquoi pas s'il s'en révèle capable de la traverser enfin. Le défi est de taille, les ingénieurs et les pilotes le savent. Cette année-là, Geoffrey de Havilland Jr., fils de l'homme d'affaires et constructeur d'avions Geoffrey de Havilland Sr., a lui aussi tenté sa chance à bord d'un DH-108 construit dans les usines de son père, un cousin à réaction du Comet allemand.
Arrivé à Mach 0,88 et bien décidé à battre le record d'Heini Dietmar, les effets de la zone transsonique ont rattrapé l'avion et son pilote et n'en ont fait qu'une bouchée. L'avion s'est mis à trembler de toutes ses tôles et ses oscillations sont vite devenues impossibles à maîtriser. Tour à tour écrasé ou soulevé de son siège, plaqué violemment à droite ou à gauche, le pilote a été incapable d'en reprendre le contrôle, jusqu'au moment où la structure, malmenée au-delà de ses limites, a fini par lâcher. Les débris de l'avion ont été retrouvés sur une large zone, et parmi eux, le corps sans vie du jeune de Havilland, les vertèbres rompues. Lorsque les premiers pilotes prennent place à bord du X-1, ils sont alors parfaitement conscients des dangers qui les attendent. Ils savent que l'adversaire auquel ils vont se mesurer tue sans état d'âme. Mais lorsque les ingénieurs du NACA lancent la conception du X-1, ils ne savent pour ainsi dire encore rien de la nature des phénomènes à l'œuvre dans la zone transsonique et au-delà. Et pourtant, on leur demande de dessiner un avion capable de s'y frotter et surtout d'y survivre. Pour dessiner les lignes de son fuselage, ils s'inspirent donc du seul objet qu'ils connaissent et savent capable de traverser l'air plus vite que le son en ligne droite et de façon stable, une balle de fusil. Le X-1 devient alors une balle de calibre 12,7, dotée d'ailes aussi fines que possible pour en réduire la traînée à haute vitesse. L'étroite verrière de son cockpit est intégrée aux lignes du fuselage, finit donc les bulles confortables avec vue à 360 degrés, elle devient un hublot par lequel le pilote ne verra qu'une étroite bande de ciel ou de terre suivant la phase de vol. Le fuselage est ici peint en orange, un ingénieur ayant imaginé qu'il serait ainsi plus facile à voir en vol, ce qui se révélera d'ailleurs parfaitement faux. Enfin, un renfort court depuis sa dérive arrière jusqu'au-dessus de la tête du pilote, un détail de conception certes, mais qui rendra, vous allez le voir, la mise en œuvre de l'avion terriblement plus acrobatique pour le pilote. En effet, le X-1 reprend les grands principes du Comet tels que l'utilisait Heini Dietmar pendant ses records. Il est propulsé par un moteur fusée dont les réservoirs lui permettent une poussée de 5 minutes au maximum. Et pour s'éviter de gaspiller ses précieux ergols dans la phase de montée et d'accélération initiale, il sera largué en vol par un bombardier B-29 au ventre spécialement ouvert pour accueillir le bolide. Sa conception est simple et légère, il ne s'est accordé que le luxe d'un train d'atterrissage déployable pour s'éviter les dangereuses glissades sur un patin ventral. Il a aussi été décidé que lorsqu'il prendrait les airs, à demi emboîté dans le carénage de son B-29, son pilote se trouverait non pas déjà dans son petit cockpit, mais en compagnie de l'équipage du B-29. En effet, ces bombardiers sont capricieux et leur fiabilité n'est pas absolue, et s'il fallait évacuer l'engin pour sauter en parachute, le pilote du X-1 perdrait bien trop de temps à s'en extraire. Il est donc décidé qu'il ne rejoindrait son poste de pilotage que quelques minutes avant son largage. Le problème, c'est que la poutre qui court sur le toit du X-1 a interdit au concepteur d'y placer la trappe d'accès. Celle-ci se trouve donc sur le côté du petit avion, et y accéder relève d'un authentique numéro d'acrobatie à haute altitude. Pour cela, une petite plateforme mobile descend le pilote jusqu'à elle, en plein vent car en dehors de l'abri du carénage du B-29. Dans cette tempête, le pilote doit se contorsionner dans la minuscule ouverture, puis attendre qu'un technicien répète à son tour le numéro pour lui apporter la porte latérale, qui une fois fermée vient enfin le plonger dans le silence et la relative sécurité de son avion. Lorsqu'à la fin du compte à rebours, le X-1 est largué, le pilote allume alors son moteur fusée, accélère comme un beau diable, et une fois ses expériences à haute vitesse réalisées, il finit son vol en planant jusqu'à la piste. Et parmi les têtes brûlées qui se succèdent à bord du X-1, se trouve un jeune virtuose qui, là où les autres se battent à chaque vol contre les effets de la zone transsonique, lui semble prendre un plaisir presque tranquille à mener l'engin au doigt et à l'œil. Son nom, c'est Chuck Yeager. Yeager est jeune, à peine 23 ans, mais il connaît clairement son affaire. Son X-1, il l'a baptisé Glamorous Glennie, en hommage à sa fiancée. Et lorsqu'il se frotte pour la première fois aux effets de la fameuse zone transsonique, sa maîtrise parle d'elle-même. Dans ses communications radio, c'est à peine si on ressent la violence des phénomènes contre lesquels il se bat. Son ton est posé, et il s'accorde même de temps à autre une plaisanterie. En un mot, son style est déjà celui des astronautes qui chevaucheront des fusées infiniment plus puissantes 15 ans plus tard. Et pourtant, piloter le X-1 aux abords de Mach 1 n'est pas une partie de plaisir. Vous l'aurez peut-être remarqué, ces lignes ne sont pas exactement celles des avions supersoniques modernes. Il ne bénéficie encore d'aucune expérience passée, il est justement là pour défricher le terrain, et ses ailes droites en sont d'ailleurs un bon exemple. Mais à cette époque, les ingénieurs en savent encore trop peu pour lui donner les lignes qui faciliteront sa traversée du mur. En matière d'aérodynamique trans et supersonique, on avance à tâtons. En particulier, on en sait encore trop peu sur les effets des ondes de choc. La vitesse du son, 340 mètres par seconde, 1224 km/h, c'est la vitesse de propagation des ondes de pression dans l'air. C'est la vitesse à laquelle n'importe quel bruit se transmet à travers l'atmosphère, mais c'est aussi la vitesse à laquelle ces ondes de pression fuient en avant du nez d'un avion qui vole. En accélérant jusqu'à cette vitesse limite, il rattrape ses propres ondes, et celles-ci s'empilent pour former une zone de compression autour de son nez.
C'est ce qu'on appelle une onde de choc, une surface en forme de cône extrêmement fine, une frontière où la pression de l'air augmente brutalement et où les lois habituelles de la mécanique des fluides ne tiennent plus. En passant, contrairement à ce qui est souvent dit, ce que vous voyez lorsqu'il se forme ce genre de lentille autour d'un chasseur n'est pas une onde de choc, et c'est encore moins le mur du son lui-même qu'il serait en train de franchir. Il faut comprendre que si un jour on a qualifié la vitesse de mur, c'est à cause des conséquences cruelles de la zone transsonique contre laquelle avions et pilotes semblaient buter sans parvenir à la franchir. Mais l'onde de choc autour d'un avion, celle qui crée le fameux bang lorsque nos oreilles se trouvent sur son passage, elle est parfaitement invisible à l'œil nu. Une façon de la visualiser, c'est de filmer la progression d'une balle dans un air chargé de fumée. On voit alors clairement l'onde du coup de feu s'écarter de la bouche du fusil, puis la balle la traverser pour former autour d'elle la fameuse surface conique où la pression augmente brutalement. Mais clairement, si un avion supersonique passe à côté de vous, son onde de choc restera invisible à vos yeux. Ce que vous voyez sur ces images, c'est en fait tout l'inverse d'une onde de choc, c'est la marque d'une zone de basse pression qui se forme à l'arrière du fuselage. Dans certaines conditions atmosphériques, il arrive que la température y descende jusqu'au point de condensation de l'eau, et la vapeur présente dans l'air forme alors des gouttelettes liquides en suspension. Autrement dit, ce que vous voyez, c'est donc à proprement parler un nuage qui s'évapore aussitôt l'avion passé, alors que la pression retrouve sa valeur ambiante. L'avion n'est donc pas en train de passer à travers un mur, c'est un phénomène qu'il crée lui-même et qui avance avec lui, et on peut observer la même chose largement en dessous de la vitesse du son, comme au-dessus des ailes de cet avion de ligne qui s'apprête à atterrir. Une onde de choc supersonique par contre, ça peut poser de gros problèmes. Si par exemple certaines parties de l'avion, comme le bout des ailes, se retrouvent en contact avec l'onde formée au niveau du nez, les conséquences aérodynamiques peuvent être dramatiques. Vibrations violentes fatales aux structures ou perte d'efficacité des ailerons et autres gouvernes qui se traduisent par une perte de contrôle. Aujourd'hui, les avions supersoniques ont tous des lignes suffisamment effilées pour éviter ce genre d'interférence fatale entre ondes de choc, mais lorsque les ingénieurs du NACA dessinent le X-1, ils n'ont pas encore conscience de ces choses. De ce fait, le petit avion orange avec ses ailes droites et larges rue encore comme une bête sauvage à l'approche de Mach 1. Vol après vol, les pilotes s'efforcent donc de le dompter en se rapprochant toujours plus de la limite, récoltant au passage toujours plus de données sur les phénomènes qu'ils y rencontrent, jusqu'à ce qu'il ne manque enfin plus que l'ultime pichenette pour passer la frontière. Le matin du 14 octobre 1947, c'est Madame Yeager qui conduit son époux à la base. La veille, il s'est fracturé 2 côtes en tombant de cheval après une fête un peu arrosée, mais pas question d'ébruiter son état et de risquer de perdre sa place dans le X-1 le jour de la grande première. Seul le technicien qui l'aide à enverrouiller la porte est dans la confidence, et Yeager, incapable de se tourner sur la droite pour faire le mouvement 100 fois répété, se sert d'un morceau de manche à balai dissimulé à bord pour verrouiller la trappe. Lorsque c'est fait, il se sait par contre à peu près incapable de la déverrouiller, il ne vaudrait mieux pas avoir évacué en urgence. Lorsque le B-29 le largue à 5000 mètres d'altitude, Yeager allume son moteur fusée, dont les 2 premières chambres de combustion prennent vie dans une double explosion. Il tire alors doucement sur le volant en forme de papillon qui sert de manche de pilotage et monte rapidement dans le bleu du ciel. Arrivé à 13 000 mètres, il engage les 2 chambres de combustion restantes et l'avion accélère plus fort encore dans l'air raréfié. À Mach 0,85, les vibrations violentes commencent. Avec le même calme que s'il se trouvait dans son bureau, Yeager annonce à la radio « J'ai l'instabilité habituelle ». L'aiguille monte ensuite à 0,95, le record du X-1 est battu, mais le mur tient toujours. 0,99, étrangement, les vibrations commencent à s'estomper, et dans une ultime vibration, le machmètre passe 1, puis 1,01. Après ça, une fois le carburant épuisé, le X-1 freine à nouveau, franchit dans l'autre sens la zone transsonique et plane comme à chaque fois vers son terrain. Son pilote, qui pour des raisons de secret militaire est astreint au silence radio sur l'exploit qu'il vient d'accomplir, gratifie tout de même le peu de public qui assistait à l'essai d'un superbe tonneau. Le mur du son vient d'être franchi. Ce qu'a prouvé Chuck Yeager ce 14 octobre 1947, c'est qu'il était possible de passer le mur et survivre à l'aide d'un moteur fusée. Mais maintenant que la voie est défrichée pour les têtes brûlées de la base de Muroc, l'aventure supersonique ne fait que commencer, et le digne successeur du X-1 s'annonce d'ailleurs fait pour repousser encore une fois toutes les limites, jusqu'à devenir le premier avion spatial. Ouais, spatial. Son nom de code, le X-15, et parmi ses pilotes, un certain Neil Armstrong. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Ciao les terriens.